Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cette deuxième vidéo de la série sur comment coder une application avec Lua et avec Solar 2D. Euh, Juste pour vous rappeler rapidement le principe, me présenter, je m'appelle David, enchanté. Le but c'est d'apprendre progressivement ensemble en partant des bases. Dans la vidéo précédente, on a vu les variables, comment les affecter, les différents types de variables. Et aujourd'hui, on va commencer à aller un peu plus loin, à regarder sur les conditions, les boucles, ce genre de choses. Et commencer à installer le moteur de jeu qui s'appelle Solar 2D, qui permet de développer des applications avec le Lua. Le Lua, donc, qui est un langage de programmation qui est relativement simple à apprendre. Il est puissant, il est léger, et il est tout à fait adapté pour un apprentissage par un peu n'importe qui, même si vous n'avez pas des compétences existantes, on va dire, en programmation. C'est un moteur qui est gratuit, qui est open source. On va commencer petit à petit et on va construire une application, des applications, des jeux, en construisant du plus basique au plus complexe. Donc comme je vous ai dit, la dernière fois, on a regardé les variables, les différents types, je vous rappelle. Donc il y a les nombres, les chaînes, les fonctions, les tables, la variable nil, et il y a aussi un type qui est important, qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, qui est le type booléen, qui peut avoir deux valeurs, vrai ou faux. Et cette valeur vrai ou faux va nous servir pour construire des conditions, la logique, et un peu faire commencer à construire une structure. Et cette logique, c'est ça qui va nous permettre de construire le programme à proprement parler, les différentes interactions, la réaction à ces interactions, la logique de ce qu'on veut construire. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente, et on va revoir maintenant, l'opérateur de vérification de l'égalité. Le égal égal, si on regarde ici, je vais vous partager mon écran. Voilà, on avait fait A égale 1, B égale 2, print A égale B. On avait exécuté ça, ça renvoie false, c'est faux. Si on met B égale 1, ça renvoie true. Et ici, au lieu de faire print, on va faire if A égale B, then print égale end. Donc on exécute ça. Quand on arrive à la condition, si la condition s'exécute, alors on exécute. Il y a la suite de cette chose-là. On peut faire else, sinon, end, print, on va faire un copier-coller, print, pas égal. Nous voilà, c'est égal. Et si je mets 2, ça va faire pas égal. Maintenant, ce qu'on va faire, on pourrait aussi faire true et false. Alors plutôt, on va écrire is true, is false. Et maintenant, on va voir les opérateurs booléens qui permettent de combiner les variables, les valeurs des variables qui sont true ou false. Donc là, on a A égale true, if A, on exécute, A is true. Ici, si on met B égale false, if B is true, else is false, vous l'aurez deviné, ça exécute is false. Maintenant, ici, on peut faire if A or B. Si A ou B est vrai, is true, parce que comme A est vrai, A ou B est vrai, donc ça s'exécute comme étant vrai. Par contre, si ici on fait and, si A et B, est-ce que A et B sont vrais? Non. Il n'y a que A qui est vrai, donc c'est faux. Par contre, on peut pousser le vice un peu plus loin. Si A est vrai et B n'est pas vrai, A and not B is true. Et on pourrait faire not A or not B, par exemple, is true, si, parce que comme B n'est pas vrai, ni A, pas A ou pas B, et ben c'est vrai parce que B est faux. Donc, on a réussi à trouver une condition qui était qui valait ici. Voilà, cet opérateur OR il peut être intéressant parce que il y a des valeurs qui sont non pas false, mais ce qu'on appelle falsy. Par exemple, on avait vu dans la vidéo précédente
qu'on pouvait avoir une variable qui n'était pas initialisée, et dans ce cas-là, elle avait une valeur qui était à nil. Ici, si je mets print de C, je l'exécute, c'est nil. Imaginons qu'on va faire une fonction, on reprend la bonne vieille fonction add de A et de B, et je fais return A plus B. End. Donc assez basique. Maintenant, imaginons que j'ai Toto égale 42 et que je fais print, je fais add de Toto et de Tata. Alors les plus observateurs entre vous ont remarqué que je n'ai pas initialisé la variable Tata, et du coup ça plante. Mais ici je peux faire A égale A hors 0, B égale B hors 0, et ça veut dire que si la valeur B n'est pas initialisée ou n'est pas une valeur qui a de la vérité, donc typiquement si B est nil, eh bien ça va rendre 0. Donc ici, si je fais cette fois-ci, si j'exécute comme ça, ce qui va se passer, c'est que le A, donc ici le Toto, il va arriver, il va valoir, il est initialisé, donc c'est bon. Par contre, Tata est nil, donc ici B que je passe en paramètre, c'est la valeur que je passe à Tata, ça va être nil hors 0, et du coup ça va être 0. Du coup, si je fais, on va faire le print de tout ça, je fais print de add de Toto, on a 41. 41 plus 0, ça donne 41. Voilà. Donc avec ça, on va pouvoir faire pas mal de choses. Un deuxième point que je voulais aborder, on va y arriver dans cette vidéo, ce sont les boucles. Alors, les boucles, il y a deux types de boucles principalement dans l'UA. La boucle la plus simple, c'est la boucle sur les nombres. Donc ici, si je fais for i égale 1 à 10, print de end, j'exécute ça, hop, ça exécute, ça fait tourner la boucle sur tous les chiffres entre 1 et 10. Je peux faire une petite variante où ici, je fais le pas sur lequel on avance. Donc si on exécute ça, on a 1, 3, 5, 7, 9, on avance de 2, et puis quand on dépasse le deuxième chiffre, on s'arrête. On peut faire une variante là-dessus aussi. Si on fait de 10 à 1 avec un pas de moins 1, boum, 19 plus 1 jusqu'à 1. Voilà. Alors, ça c'est les boucles. Il y a une deuxième sorte de boucle sur les tableaux. Alors, et il y a deux types de tableaux, deux types de boucles sur les tableaux. Si je fais tab égale Toto égale 1, Tata égale 2, avec une virgule ça marchera mieux, et Titi égale 42. Donc ici, si je fais for kv in pairs de tab, do, avec le do à chaque fois, on va faire print de k et de v, and, et quand j'exécute ça, du coup, en fait, ça va itérer sur les clés valeurs. Le k c'est key, v c'est value, et on va, voilà, Toto ça vaut 1, Tata ça vaut 2, Titi ça vaut 42. On a itéré sur l'ensemble des clés valeurs de la table, et ça nous a donné ce résultat-là. Il se trouve qu'en fait, il faut savoir que sur les tables associatives, ces clés valeurs, l'ordre n'est pas prédéfini. On peut avoir des cas où cet ordre-là change. Il y a une deuxième type de table qui est les tables, comment dire, les tables qui sont des listes. Donc ici, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 42 et 947 et Titi. Voilà. Et là, en fait, ici, si on fait pairs comme ça va faire toutes les clés valeurs. Alors, la particularité, c'est qu'ici, on peut rajouter, on peut faire tab 2 coucou égale 53. Quand j'exécute ça sur les paires, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coucou 53. Par contre, si je fais i-pairs, c'est-à-dire les paires qui sont indexées avec des numéros, ça s'exécute sans le coucou. Et on regarde en fait quand on crée cette table-là,
En fait, ça revient à une table qui commence à 1. On a vu dans la vidéo, les tables dans l'UA commencent à 1 et qui associe à la clé 1, la valeur 1, à la clé 2, la valeur 2, à la clé 6, comme on voit, la valeur 42, à la clé 7, la valeur Titi. On peut voir aussi que ces valeurs ne sont pas obligées d'être du même type à l'intérieur d'une table. Et donc si on fait un hypers, ça va itérer que sur les les clés qui sont avec un index qui est numérique, et ça va les faire dans l'ordre. Par contre, ici, imaginons que je fasse tab de 5 égale nil. Donc je crée un trou dans la table quelque part. Hop, ça s'arrête là. En fait, ça itère sur toutes les clés à partir de 1 jusqu'à trouver la première clé qui est nulle. Ça va pas faire toutes les clés numériques, mais seulement toutes les premières clés numériques non nulles. Enfin, dont la valeur est non nulle. C'est un peu comme si j'avais fait un trou dans la table ici. Si j'avais fait ça, ça va faire la même chose. Si je mets en commentaire, on exécute, voilà, le même résultat. Alors que, et de la même façon, si je fais ici, je rajoute un nil dans la liste, j'exécute et ça arrive là. Alors, donc voilà, ça c'est les deux types de boucles. Les boucles, enfin, il y a trois types. Il y a les boucles numériques, donc juste sur les chiffres. Il y a les boucles sur les clés valeurs des tables. Et ensuite, il y a la boucle sur la liste, la table prise comme liste, où ça prend tous les nombres, toutes les clés numériques qui se suivent, dont la valeur n'est pas nulle. Voilà. Ensuite, une toute dernière boucle quelque part, c'est le do while qui fait de cette façon-ci. Imaginons qu'on a, alors on va faire a égale 0 et on va faire while est inférieur à 10 do print a end. Alors ça, je vais pas exécuter ça parce que sinon ça va faire une boucle infinie. Je vais faire a égale a plus 1. Donc ici, si j'exécute ça, de la même façon, j'ai une condition ici. Tant que cette condition-là est vraie, donc c'est pas une boucle dont on connaît la fin, ici on la connaît parce qu'on l'a codée pour la connaître, mais ça pourrait être, on peut imaginer une boucle où on va chercher une valeur aléatoire, et quand cette valeur aléatoire dépasse un certain seuil, on s'arrête. Typiquement, cette boucle, ça va servir pour quand on a un processus qui dure indéfiniment et qu'on veut continuer jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, sans forcément savoir que la condition elle est vraie à l'étape 42, à l'étape 5. Ici, comme j'ai dit, on a triché, donc c'est une sorte de fausse boucle, mais on peut imaginer une boucle qui est tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton faites ceci, ce genre de choses, ou c'est une interaction qui est extérieure, sur laquelle on n'a pas le contrôle, qui intervient, et dans ce cas-là, on fait tourner la boucle indéfiniment, avec le petit cas d'intention que faire tourner une boucle indéfiniment, ça peut être dangereux parce que du coup ça bloque le programme. Donc il faut que cet indéfini soit pas trop long. Voilà, il y a aussi une variante de cette boucle qui s'appelle repeat until, mais ça on peut s'en passer. Avec la boucle while, on s'en sort très bien. Alors maintenant, l'étape bonus sur laquelle on va commencer à regarder, qui va nous permettre d'entamer la suite, on va commencer à installer le logiciel de Solar 2D. C'est très simple, faire une recherche Solar 2D. Ici, on va tomber sur alors c'est pas le repo GitHub, il y a le lien vers le repo GitHub, mais ici on fait dans les téléchargements. Alors ici, moi je suis sur Mac, donc je vais prendre ici ce téléchargement Mac, mais pour vous qui êtes sur Windows, vous pouvez prendre cet installeur-ci, le MSI. On va télécharger et on va l'installer. Alors il faut savoir que ce logiciel permet de faire pas mal de choses plus que juste les applications sur iOS et sur Android. Notamment, on peut faire du HTML, donc des jeux en HTML avec, et ce qui peut être intéressant aussi. Ici, une fois qu'on a lancé le téléchargé, on installe, donc il lance l'installeur. L'installation se procède de manière assez simple. Oui, je suis d'accord, ça installe l'application. Et ensuite, maintenant que c'est installé, du coup, il me propose ici de
Hop, ça n'a pas besoin de déplacer le logiciel dans mes applications, donc ça c'est spécifique à Mac. Et une fois que ça a téléchargé, donc c'est en train ici de copier. Et voilà, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, ici, c'est disponible dans mes applications sur Mac. Ici, j'ai mon Corona Simulator. Ils font des mises à jour quand même relativement souvent. Ici, je lance mon simulateur, ça va m'ouvrir une page et oui, et on va pouvoir commencer à coder. Ici, il y a la documentation dans tous les sens qui va couvrir un certain nombre de points. La documentation est disponible que en anglais. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo en français. Ici, on a l'introduction à l'UA qui correspond pas mal à ce qu'on a déjà commencé à regarder, qui va aussi un peu plus en détail parce que je suis allé un peu vite au début. On va pouvoir, du coup, avec ça, commencer à installer. On va regarder comment se passe l'installation sous Windows. Alors, j'ai pas de Windows, mais j'ai un Shadow qui va nous permettre de voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. En tout cas, moi, je le vois. Et ici, donc on va ouvrir Chrome. On va Solar 2D Game Engine. On va aller dans les téléchargements. Ici, de la même façon, ici, on va télécharger donc le fichier .msi. On télécharge. Voilà, et donc maintenant, on a téléchargé l'installeur. On va l'exécuter. S'il veut bien. Donc on va exécuter ça. Hop. Donc l'installeur nous propose, j'ai pas besoin d'avoir derrière, ça, il nous propose différentes options relativement simples. J'accepte les termes de la licence. Donc le logiciel est gratuit. Il me dit est-ce que vous l'installez là? Oui, bien sûr. Et j'installe. Et c'est en train de se lancer. Voulez-vous autoriser cette application? Oui. Ça s'installe, bon, finalement pas si longtemps que ça. Ça tourne. Et une fois que ça a fini, ça recommence. Et une fois que ça a fini de recommencer, ça prend un peu de temps. Ça mouline. Ça mouline. Ça recommence. Voilà, maintenant c'est fini. Donc ici, j'ai le simulateur qui se lance. Et de la même façon, je peux faire ici Create Your First Project. Boom. Il me propose un chemin pour créer mon premier projet. On va appeler ça Prout. Et c'est parti. On va pouvoir faire notre première application. Ici, il nous ouvre le code là où il y a le code. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça avec Visual Studio Code. On va faire Open Folder et on va chercher le dossier où c'est, donc dans Document Corona Project. Donc ici, je vais chercher dans mes documents. Ici, j'ai Corona Projects et je vais ouvrir ce dossier, sélectionner un dossier et ça va nous permettre de commencer. Ici, très rapidement, on voit juste qu'il y a, et donc là, c'est ce que j'ai dit, ce que je montre, c'est spécifique. Enfin, je suis sur PC, mais c'est pareil sur Mac. Ça va créer un fichier, donc icône, qui correspond à l'icône de l'application sur le lanceur du mobile. Ici, il y a un fichier, config.lua qui va définir comment ça s'affiche à l'écran. On reviendra dessus un peu plus en détail. Pour le moment, on va laisser tel quel. Et surtout, on a le main.lua. Et le main.lua, c'est là où on va s'amuser, où on va mettre le code. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir la notification. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça sert à ça et j'essaierai de vous répondre. Je vous répondrai, mais j'essaierai de trouver la réponse. À bientôt pour de nouvelles aventures sur ce chemin vers le développement d'applications et de jeux en Lua avec Solar 2D. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.